Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview magnétique de thérapeute. Et aujourd'hui, c'est Ghislaine qui est venue nous parler de son parcours de l'enfance à aujourd'hui et de sa vision de l'accompagnement, de la thérapie. Bonjour Ghislaine, bienvenue. Bonjour Christa, très heureuse d'être avec toi. À moi aussi, on a pu prendre pas mal de temps pour échanger sur cette interview, sur ce parcours que tu as eu. Et on a fait ce choix de pouvoir traverser toute ta vie finalement, mais vraiment Mm. partir déjà de ton enfance pour voir cette connexion que tu as eue très tôt à l'invisible pour arriver à aujourd'hui, à qui tu es aujourd'hui en tant que professionnel du bien-être, ce que tu souhaites transmettre en tant que thérapeute aujourd'hui et cette belle nouveauté que tu lances dans ta chaîne YouTube et dont on parlera lors de cette interview. Mm. Pour commencer, j'ai envie de venir à ce début, à ton enfance, à ta petite enfance même, puisque cette connexion à l'invisible, elle a déjà initié à ce moment-là dans ta vie. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment c'était pour toi en tant qu'enfant, ce lien au monde invisible, au monde subtil? Comme tu peux le voir, ça m'émeut juste de m'en rappeler. Mm. Euh, C'était très... Je pensais même pas avoir cette émotion-là. Euh, Parce que quand j'étais enfant, je me sentais extrêmement connectée à quelque chose de bien plus grand que moi, que je pouvais pas y mettre un nom. Je savais pas, j'aurais pas dit Dieu ou l'univers. Et encore, ce sont pas des mots que je me sens à l'aise d'utiliser maintenant dans mon propre vocabulaire, mais c'est vraiment une conscience bien plus vaste et plus grande que nous. Et comment ça se manifestait? Eh bien, je me vois encore à l'âge de 4 5 ans, peut-être, ça, je suis pas tout à fait sur l'âge, mais m'allonger le soir sur la route, et donc une route, il n'y avait pas beaucoup de voitures, bien sûr, et je regardais les étoiles et je sentais cette force, cette puissance qui venait d'en haut, et je sentais qu'on est de là, mais qu'on était, on était ici sur Terre, mais qu'on venait de là-haut, en fait. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très très puissant pour moi, avec beaucoup bien sûr de questionnements aussi, hein. Déjà quand on est enfant, on se pose beaucoup de questions, mais des questions qui n'avaient pas forcément besoin de réponse. Je crois que j'avais pas besoin de réponse, j'avais juste toutes ces questions de me dire, je sais que je viens de là-haut, mais comment ça se fait que je suis ici? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, il y avait tout ça qui était présent en ressentant cette puissance et cette force qui venait de là-haut. Le plus grand. Mhm. Hum, Et je sais, on a échangé dans la préparation de cette interview, que, il y a eu toute cette éducation très religieuse, qui a eu ta famille, ses croyances, et comme tu me disais encore en coulisses tout à l'heure, on parle d'il y a 50 ans en arrière, donc les choses, elles ont beaucoup, beaucoup évolué avec le temps. Et hum. comment cette famille et cette éducation a fait que petit à petit, en fait, tu t'es un peu je ne sais pas si on peut dire couper de tout ça, mais en tout cas, que tu as essayé de le mettre un peu de côté. Alors, je pense que le mot couper est assez juste, même si j'étais ça, mais c'est effectivement comme ça que je l'ai vécu, parce que quand j'étais petite, ben, j'avais déjà beaucoup, beaucoup de perceptions, du style, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'étais à l'église avec mon père, et à un moment donné, je tire la manche du pull à mon père. On était vraiment dans une très très belle église en plus. J'ai vraiment toutes les images qui sont très très présentes, et je me vois encore dire à mon père, papa, dans un petit moment, la police va venir nous chercher parce que l'oncle Alexandre est décédé, et il est décédé à tel endroit. Et en fait, j'avais tout vu la scène, c'est-à-dire que je l'ai vu rentrer dans l'eau, il a choisi de se suicider. Et j'ai vu vraiment rentrer cet oncle dans l'eau et se sentir vraiment bien avec ce choix. Là, par contre, c'est ça aussi qui m'a beaucoup marqué à ce moment-là, c'est que c'était réellement comme un apaisement pour lui. Il était mentalement torturé, hein. Donc, ça a été peut-être le mot torturé est fort, mais vraiment, je sentais son mental très, très intense. Et ça a été vraiment un soulagement pour lui, comme pff, j'arrête de souffrir.
Mais là, quand j'étais à l'église et que je tire la manche à mon papa, mon père m'a regardé en se disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Il me l'a pas dit, mais je l'ai perçue. Et pour lui, j'étais en contact. Parce qu'à l'époque, quand on ne devait pas parler avec le monde invisible, avec les morts, c'était mal. Et j'ai senti cette notion de ce que tu es en train de faire, ma fille, c'est mal et j'en ai très peur. Ouais. Et ça a été la même chose pour ma maman, en fait, qui était là. À l'époque, mes parents étaient encore ensemble. Elle m'a regardé comme ça, c'était de l'ordre de l'effrayant. Comment est-ce que notre fille, alors parce que ça c'est effectivement tout ce que j'ai dit ça a été vérifié, ça s'est passé en fait. Donc comment est-ce que notre fille peut avoir ces perceptions-là? C'est quoi cette fille quoi? Et je pense qu'ils avaient peur de ces capacités-là et à ce moment-là, j'ai commencé à fermer parce que je sentais que ça faisait trop peur à mes parents et que c'était comme quelque chose de mal. Hmm. Ouais. Et comment est-ce que tu as fait, en étant quand même enfant, en prenant bien compte que tu avais finalement, je ne sais pas si tu pouvais déjà l'appeler un don à ce moment-là, mais en tout cas quelque chose de différent que les autres et ses perceptions. Et de l'autre côté, cette éducation très de l'époque, hein, très religieuse, très carrée. Comment tu as fait pour concilier tout ça en tant que petite Ghislaine, que petite fille? Hein. Alors, je dirais que j'étais une petite fille qui se mettait très, très en colère. J'avais vraiment beaucoup de colère et c'est vraiment, je sais pas si tu connais le mind design, mais je pense que oui, en tant que manifesteur, ben, ça fait partie, hein, quand on n'est pas aligné de notre profil là, je sais plus comment on nomme tout ça. Et j'avais vraiment juste beaucoup de colère et j'étais très, très rebelle. Souvent, j'étais pas en accord avec ce que mes parents disaient, avec ce que à l'école ils disaient, même avec. J'adorais quand le curé venait à l'école. J'adorais les enseignements parce que je me sentais comme connectée à Jésus. Mhm. Par contre, je supportais pas comme ça nous était enseigné et j'étais quelqu'un de. Je me mettais vraiment sans la conscience que j'ai maintenant avec cette énergie d'enfant, en sentant qu'il y a quelque chose qui sonnait pas juste, que ce qu'on nous disait là, c'était pas juste. Mais sans avoir voilà, la conscience maintenant de l'âge que j'ai. Ouais. Ouais. Et tu m'as parlé justement, lorsqu'on a préparé cette interview, de ce moment très très fort que Mm. tu as vécu au départ de ta grand-mère. Est-ce que tu peux Mm. en parler? Oui, alors ça a été un moment très intense pour moi. Il faut savoir que ma grand-mère, c'est elle qui s'est occupée de moi, hein, qui m'a accompagnée jusqu'à l'âge de mes 12 ans. Mm. Et j'avais beaucoup d'affection pour ma grand-mère. Parce que je sentais que déjà aussi là, il y avait déjà aussi quelque chose de l'ordre du ressenti, c'est que je sentais que c'était moi qui la maintenais en vie. C'était grâce à moi qu'elle restait sur Terre. Et donc, quand elle est décédée à mes 12 ans, à l'époque, ce qui était génial, c'est qu'on gardait les morts à la maison. Donc, on pouvait aller tout près du cercueil, les voir quand on voulait. Et je me vois m'approcher de ce corps, la toucher sans aucune. J'avais pas peur d'être en lien, de toucher ce corps. Vraiment, je me sentais à l'aise. J'étais triste, bien sûr, parce que elle était plus dans ce corps. Et en même temps, justement, je sentais que oui, elle était plus dans ce corps, mais qu'elle était partout ailleurs. Et je me rappelle vraiment lui avoir dit, je sais, Mémé, que tu es plus dans ce corps, que tu es parti en voyage et que bientôt on se retrouvera. Pas maintenant, mais bientôt on pourra se retrouver. Et j'avais déjà cette conscience en fait que c'était de nouveau avec des mots d'enfant, mais c'était qu'un passage. Ouais. Ouais. Ouais, déjà des forts ressentis et cette connexion très forte aussi Mm, avec ta grand-mère qui était là pour toi. Tu m'as mm, aussi partagé quelque chose de très fort par rapport à ta volonté d'incarnation, mm, puisque tu me disais que ta maman t'avait souvent répété, enfant et même adulte, que tu mm, n'avais pas été un enfant désiré, que tu avais été un accident, hein, et mm, vraiment que cette phrase, tu l'as entendue et réentendue, et c'est aussi
aussi une phrase qui autant t'a construite qu'elle t'a challengée. Mm. Oui, oui. Alors, c'est une des phrases qui m'a énormément marquée avec bien d'autres, hein, bien sûr. Ce n'est pas la seule, mais c'est vraiment une de ces phrases qui montrait à quelque part, et à nouveau, ça part un jugement. Je pense que voilà, chacun a une conscience différente, chacun a des choix d'incarnation différents. Ma maman n'avait absolument pas la conscience des mots qu'elle utilisait, mais moi, à chaque fois, ça venait réveiller cette blessure du rejet très, très fort, quoi. Et en tant que manifesteur, en plus, c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais ça vient vraiment résonner avec ce côté-là où on dérange. On est des profils qui dérangeants. Et je sentais vraiment à quel point j'avais pu venir bousculer sa vie, la déranger alors qu'elle ne voulait pas. Et en même temps, une médium qui m'avait fait une fois une consultation m'avait dit, waouh, mais vous avez une sacrée force parce que vous avez vraiment choisi de venir et vous avez forcé le passage et c'est vraiment ça, je pense, parce que ma maman a essayé, je sais pas comment, mais de faire en fonction que ça, qu'elle puisse pas mener à terme, mais voilà, ça s'est quand même fait. Mm. Euh, et, et ça a continué à quelque part, elle a continué à me dire ces mots, comme je te le verbalisais tout à l'heure, je pense aux environs de mes 45 ans. Mais c'était vraiment pour venir, elle, c'est pas conscient, mais moi, c'est venu dans ma conscience. Après, c'était là pour me réveiller à cette force d'incarnation, à cette force de prendre une position, parce que ça m'a vraiment aussi amené à être extrêmement rebelle. Et ce côté rebelle m'a beaucoup apporté dans ma vie quand même. Mm. Ouais. De lutte vraiment d'aller de l'avant, d'y arriver, de prendre ta place. Exact. Et ce qui se passait, c'est que, en te disant ça, c'est que je me vois encore, parce qu'on pourrait presque dire que je suis voyante, mais c'est pas ça, parce que moi, je fais pas de la voyance. Mais je me rappelle très bien lui dire, quand j'étais jeune, adulte, adolescente, maman, mais si vous continuez à faire comme ça, les conséquences seront comme ça. Bah, t'en sais rien, ben, non, ah, tout ce genre de raisonnement, hein, de non, t'es notre enfant, t'en sais rien, tant que t'auras pas vécu. Et tout ce que j'exprimais se passait après. Tout ce que je voyais se passait après. Ouais. Et c'est là où, voilà, ce côté de moi qui est venu pour apporter de nouvelles façons de faire et d'être, mais qui ne pouvait pas être reçu par ma mère, par son manque de conscience, tout simplement. Ouais, ouais. Et puis par son rôle de mère, finalement, Ouais, c'est l'adulte qui sait et l'enfant, bah, il ouais, obéit et il fait ce qu'on lui dit, quoi. Il n'a pas à ouais, nous dire ce qu'on doit faire. C'est vrai, ouais, d'inversion un peu des rôles comme ça. Ouais. ouais, tout à fait. Et toi, Ghislaine, bah, tu as continué à avancer, à cheminer. Dans l'adolescence, tu as pris vraiment conscience aussi j'ai envie de dire, cette facilité à rentrer en connexion avec l'autre, de ce lien à l'autre. Tes parents avaient un commerce, étaient commerçants, donc il y avait cette possibilité pour toi d'y travailler, d'avoir ce contact à l'autre. Et c'est là que tu as aussi eu ces premières prises de conscience que tu aimais communiquer avec Mm, l'autre, que tu avais de la facilité à mm, entrer en relation. mm. Ah ouais, j'adorais ça. Quand je me rappelle mon adolescence, j'adorais ça. J'adorais être au commerce de mes parents. Et j'adorais pour servir les gens, pour leur tendre la main, pour les écouter, pour leur sourire. Je m'en foutais de vendre. Alors, c'était génial, hein, mais voilà, je m'en foutais de vendre les produits que mes parents vendaient. Mais par contre, j'adorais que les personnes âgées viennent vers moi et se sentent déjà aussi à l'aise avec moi et sans que je fasse rien, communiquer avec moi. J'avais rien besoin de faire, que elle me parlait spontanément, puis elle me pardonnait tout en fait. J'aurais pu faire, d'ailleurs j'en ai fait des bêtises avec certaines personnes âgées, mais ça m'était pardonné tout de suite parce que il y avait une telle énergie qui se dégageait de moi par rapport à cette envie de les aider, d'être à leur écoute en fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu as choisi, toi, comme voie, alors, avec cette conscience que
tu avais une facilité à écouter les autres, que tu aimais la relation à l'autre. Tu es parti dans quelle voie professionnelle à ton adolescence, jeune adulte? Alors, je suis partie dans la voie de l'esthétique au départ. Et l'esthétique, ça m'est venu aussi par hasard, mais on sait bien que le hasard n'existe pas. Donc, j'étais en fin de culture générale, donc d'école de culture générale, et puis une de mes profs me dit, bah, de toute façon, toi, Ghislaine, tu feras rien d'autre que d'être mère au foyer. C'était juste pas la chose à me dire à l'époque, parce qu'étant déjà très rebelle, je me suis dit intérieurement, toi, je vais te prouver que tu te trompes. Mais je la remercie, et j'adorais cette prof, hein. C'était pas du tout méchamment qu'elle me le disait. Enfin, moi, je l'ai pas perçu comme ça. Et donc, je dis à une de mes amies, écoute, il faut absolument que je trouve un job là, parce que je veux prouver à cette prof que je suis pas une mère, pas une femme au foyer, quoi. C'est juste pas, ça me correspond pas. Puis elle me dit, ah, mais écoute, il y a telle personne, elle cherche une apprentie. Moi, ah, ouais, j'avais jamais même entendu parler de ce que c'était l'esthétique, aucune connaissance là-dedans. Et je vais faire mon stage. Donc je l'appelle, la dame, en disant, voilà, je cherche un apprentissage, mais je sais pas du tout ce que c'est. Alors j'aimerais faire le stage avant de pouvoir vous dire si ça m'intéresse. Et j'arrive là et en une matinée, je dis, c'est ça que je veux faire. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Alors que j'avais le stage sur une semaine, à midi, je rentrais, je disais à mes parents, c'est ça que je veux faire. Hmm. J'ai trouvé ma voie, c'est là-dedans que je veux aller. Et à la fin de cette semaine-là, donc ma patronne, ça tombait super bien parce que le hasard étant que l'apprenti qu'elle avait engagé avait rompu son contrat. Je vous dis, quand l'univers veut qu'on aille quelque part, ça se fait, hein. Hmm. Et donc, du coup, bah, elle me dit, écoutez, voilà, oui, ça tombe super bien parce que voilà, je peux vous prendre, mais je vous demande une lettre de motivation. Et je me vois encore écrire cette lettre de motivation en disant que ce qui m'animait vraiment le plus, c'était de pouvoir être en lien, de faire du bien aux gens et d'être seul à seul avec les gens. C'était vraiment cette intimité que je pouvais avoir avec les gens et à nouveau de juste d'être là pour eux et de les écouter. Ça me passionnait juste d'être là pour les écouter. Ouais, ouais. Et après, tu as poursuivi sur cette voie de l'esthétique durant plusieurs années. Tu as eu ton propre centre de bien-être. Comment ça s'est passé pour toi? Alors après, quand j'ai eu terminé mon apprentissage, je suis partie à Clarens, j'étais engagée à Clarens. Et là, très rapidement, bah, la patronne, elle m'a laissé son institut comme si c'était moi la patronne, parce qu'en fait, elle voyait que les gens voulaient à nouveau toujours venir vers moi. Elle Hmm. disait, mais Justine, je sais pas comment vous faites, mais tout le monde veut venir vers vous. Et j'avais des gens dépressifs qui venaient, et c'était des gens qu'elle ne voulait pas. Elle me disait, mais comment vous faites pour les supporter? Et moi, je la regardais avec des yeux comme ça, je sais pas, bah, déjà, c'est une humaine. Et puis, j'avais beaucoup d'affection pour ces gens-là, et quand ils repartaient, ils avaient le sourire jusque-là, et moi, ça me contentait, ça me suffisait de les voir partir avec le sourire et de se sentir nettement mieux, parce que c'est ce qu'elle disait, hein, de faire des massages du corps. À l'époque, c'était beaucoup des massages du corps que je faisais aux soins du visage. Mais elle disait, mais quand on vient chez vous, avec vous, entre vos mains, on est super bien et on dort mieux et on se sent plus en joie. Donc, ouais, moi, j'avais réussi ce que j'avais envie de faire, quoi, amener de la joie aux gens. Hmm. Donc, toi, tu t'es quand même rendu compte, peut-être pas consciemment, mais que c'était différent avec peut-être d'autres collègues que tu avais ou d'avec ta patronne, justement, cette relation à l'autre, que tu avais quand même cette facilité de lien depuis Ouais. toujours et aussi qu'à un moment, tu faisais plus, j'ai envie de dire, que de l'esthétique. À Mm. quel moment tu as eu un déclic où tu t'es dit, non, mais là, moi, je suis plus qu'esthéticienne. Alors je pense pas que tu t'es dit je suis thérapeute, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe avec les gens et j'ai envie d'aller explorer un peu plus loin tout ça. Mm. Alors c'est parce qu'après quand j'ai eu mes enfants, donc j'ai arrêté à Clarins et je me suis installée à mon propre compte. Mm.
Et c'est quand plusieurs clientes me disaient, mais Gisèle, en fait, t'es mieux qu'une psychologue. Quand on vient chez toi, t'as les réponses et ça résonne juste, c'est juste pour nous. C'est exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Et moi, je me disais, mais toutes les esthéticiennes font ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais à force qu'on me le dise, parce que c'est pas une cliente, je pourrais pas nommer le nombre, mais elles étaient vraiment nombreuses. Bien sûr, j'avais à l'époque que des femmes, hein. Elles étaient vraiment nombreuses à me dire ça. Je me dis, ok, bon. Et puis, en même temps, on me disait, mais on est tellement bien quand on vient chez toi. Je dis, mais j'ai besoin de comprendre, en fait. J'avais besoin de comprendre qui j'étais. Parce que pour moi, c'était tellement normal et naturel. Elles venaient déposer ce qui n'allait pas dans leur vie. Et moi, je leur donnais ce qui me venait, ce qui me traversait, sans savoir à l'époque déjà que c'était des messages qu'on me transmettait pour elles. J'en avais vraiment aucune idée. Ouais. Ouais. Et tu m'avais raconté que tu avais vécu ce moment très fort avec Rosette Poletti, un moment qui a été un point vraiment j'ai envie de dire de bascule, un point de prise de conscience puissante qui t'a fait petit à petit entrer justement dans cet univers du thérapeute. Mm. Oui, oui. Alors effectivement, quand les personnes me venaient me refaire ce genre de retour, je me suis dit, ok, bon. Alors, puisqu'elles sont en même temps demandeuses de ça, de conseils, ben, je vais aller me former pour leur donner encore de meilleurs conseils. Et j'ai commencé à suivre beaucoup de formations avec Rosette Poletti. Et dans une des formations, je me rappelle, c'était la psychogénéalogie. Elle nous fait faire une méditation. Et dans cette méditation, ça a été très très fort pour moi. J'ai vraiment vu la lumière qui m'est arrivée dessus. Mais vraiment, ça a été une puissante lumière qui m'est arrivée dessus. Et à nouveau, moi, je pensais que tout le monde vivait ça, hein. C'était, pour moi, quand on partait en méditation, tout le monde voyait cette grosse lumière. Et après, je me rappelle encore qu'on devait faire avec la pâte à modeler, hein, tout ça, pour bien ancrer dans la matière ce qu'on venait de vivre dans notre méditation. Et là, pour moi, ça a été une évidence que je devais aller du côté, j'ai reçu ce message à ce moment-là, d'aller du côté des soins énergétiques et donc du Reiki. Donc j'ai choisi d'aller me former en Reiki. Hmm. Ouais. Ouais. Et là, c'est là que tu as commencé justement à faire plusieurs formations, que tu as découvert, comme tu dis, ce monde des soins énergétiques, que tu as fait le Reiki, que tu as fait d'autres formations, de la médiumnité, etc. Que tu t'es petit à petit formé à tout ça. Et Mm, je me souviens dans notre échange qu'à un moment, il y a eu ce rôle de maman, ce moment, tu me dis à 29 ans, mm, vraiment avec tes enfants, j'ai envie de dire un avant et un après. mm, La Ghislaine d'avant et la Ghislaine d'après. Ça a vraiment mm, été un moment très, très puissant. mm, Est-ce que tu peux nous parler de cette année, de tes 29 ans et de ce qui s'est passé mm. à ce moment-là pour toi? Alors cette année de mes 29 ans, c'était avant donc d'avoir fait cette formation avec Rosette, hein. C'est ça qui m'a amené aussi à aller faire cette formation avec Rosette. C'est que je me voyais en tant que mère et j'étais pas du tout satisfaite de la façon dont j'accompagnais mes enfants. Ni le premier ni le deuxième. Je me voyais souvent manquer de patience, me mettre en colère, et ça, c'était pas OK pour moi. Et c'était pas du tout. J'ai eu des thérapeutes qui m'ont eu dit, ah mais c'est par exemple votre fils hein, qui devrait pas se comporter comme ça, c'est lui qui a tort. Et j'étais absolument pas d'accord avec ça, avec cette vision-là. Je sentais que non, c'était mon enfant et que c'était à moi à venir faire un travail sur moi et que j'avais pas à lui demander à lui de changer, mais qu'il était en train de me montrer quelque chose chez moi qui fonctionnait pas. Mm. Et, et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, quelle est la mère que j'ai envie d'être pour mes enfants? Et ça a été pour moi aussi le mot je trouve plus, hein, mais comme une lampe, un radar, une boussole, voilà, une boussole intérieure, de me dire, OK, je veux être un exemple pour mes enfants. Et donc, arriver à les accompagner
au mieux de qui ils sont. Et pour ça, j'avais à cheminer moi-même, à me libérer des colères, de mon impatience vis-à-vis d'eux, enfin, et de toutes ces blessures que moi-même je portais depuis mon enfance. Et ça a été aussi un moment charnière parce qu'il y a aussi eu à ce moment-là un risque avec mon mari qu'on se divorce. Il y a vraiment eu tout ça en même temps, ce qui a fait vraiment une grosse bascule. C'était pas du tout confortable, hein, parce qu'avec avec deux petits-enfants et puis aussi à deux doigts de divorcer, bah, c'était pas très très joyeux. Mais en même temps, c'est grâce à ça que j'ai pu faire tout ce chemin d'évolution. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. Ce moment. Mhm. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais encore dans l'esthéticienne ou est-ce que tu avais déjà fait ce pas de quitter l'esthétique pour ouvrir ton cabinet, faire tes propres accompagnements? Non, non, alors à ce moment-là, j'étais encore dans l'esthétique. J'ai continué encore dans l'esthétique pendant, sauf erreur, j'ai arrêté, je crois, l'esthétique vers mes 40 ou 42 ans, je suis tout à fait sûre. Mais jusque-là, j'ai gardé l'esthétique parce que j'adorais toujours être en relation avec les gens. J'ai toujours aimé aider les gens, ça a toujours été une passion et une facilité, j'ai envie de dire, parce que j'ai vraiment beaucoup de facilité pour ça. Donc, j'ai gardé ce job et en même temps, à côté, je continue à aller faire toutes mes formations parce que elles sont très, très nombreuses, hein. D'ailleurs, j'arrive même plus à toutes les nommer. Vraiment, elles sont très, très nombreuses. Euh, mais j'avais besoin de ça pour confirmer, en fait, ce que je ressentais au plus profond de moi. Ok. Et alors justement, de cette situation dont tu nous as parlé de tes 29 ans, de ce moment très inconfortable où il y avait tous ces moments inconfortables avec tes enfants, plus ces tensions de couple à gérer, et tout ce travail que tu as fait sur toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Euh, Qu'est-ce qui a été révélé et qui a fait que tout à coup ta vie elle a pris une toute autre dimension, un autre tournant et que tu as pu aller de l'avant et puis pour dire aussi tu as pu trouver cet équilibre de vie avec tes enfants et avec ton mari avec qui tu es encore aujourd'hui justement. Hmm. Oh. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment énormément de choses, mais il y a les lectures aussi qui m'ont fait prendre conscience. Enfin, j'étais quelqu'un qui avait tendance à beaucoup dire que c'était à cause de toi que je suis pas bien, à cause de toi que je me mets en colère, alors que profondément je sentais que c'était pas juste. Mais voilà, c'était tous les stéréotypes de mon éducation. Et là, je suis tombée sur des livres. La lecture pour moi a été aussi une grande accompagnante qui sont venus me révéler ce que j'avais besoin d'entendre, que à nouveau je savais profondément mais que je voulais pas entendre. Et c'est-à-dire que la vie est mon enseignante et ça a été mon apprentissage, ça a été une initiation tout au long de ma vie, c'est-à-dire que chaque événement qui survenait pour moi était propice à venir voir qu'est-ce que ça réveillait en moi. Qu'est-ce que peut-être je n'acceptais pas de moi? Qu'est-ce que euh, je n'osais pas être aussi parfois. Donc il y a eu toute cette introspection grâce à tous ces événements de vie, c'est venu vraiment contribuer à mon introspection et à ma libération. Ouais. Et comment tout ça, ça a influencé finalement la professionnelle que tu es aujourd'hui, la thérapeute que tu es aujourd'hui? Parce que de tout ce travail que tu as fait et que tu fais encore, hein, il y a vraiment Mhm. eu tout à coup cette responsabilisation, ce côté de revenir à soi, de se dire qu'est-ce que moi j'ai envie d'être comme maman, comme femme, comme épouse, comme professionnelle. Qu'est-ce que tu as tiré de tout ça en tant que professionnelle aujourd'hui? Alors que je crois que ce que je crois aujourd'hui, en sachant que tout peut encore évoluer, hein, et que tout va évoluer, c'est que tout part d'un choix. Hmm. Et c'est vraiment ça. À un moment donné, c'est OK, est-ce que le choix que j'ai envie, ce que j'ai envie de vivre, est-ce que c'est de subir ma vie ou de créer une vie qui me correspond, dans laquelle je vais me sentir fière de moi? Ouais. Parce que
Je pense que j'ai cette conviction, enfin, c'est pas une conviction. À l'aube de notre mort, quand on va regarder en arrière, ben, j'ai pas envie d'avoir des regrets, en fait. J'ai pas envie de me dire, mais t'aurais pu être différente avec ceux qui t'entourent. Non, pour moi, le lien est extrêmement important, mais ce lien va partir du lien d'abord que j'entretiens avec moi-même. Ouais. Ce travail du lien avec toi, puis Mm, avec les autres qui était vraiment important. Comme tu mm, l'as dit, tu étais quelqu'un qui s'est beaucoup formé, qui se forme encore, hein. Beaucoup, c'est quelque chose d'important dans ton quotidien. Et sur ce chemin, tu m'as parlé d'un personnage, d'un homme, d'un grand homme spirituel, Dominique Rankine, qui mm, a vraiment, et qui est encore mm, pour toi, une des grandes figures marquantes de ton parcours. Est-ce que tu peux nous mm. en parler? Ouais, alors il fait vraiment partie de mon processus d'évolution. C'est un homme et son épouse, hein, de Marie-Jo, qui m'ont énormément touchée, qui ont contribué à l'élévation de ma conscience, à l'ouverture de ma conscience. De par leur parcours, donc Dominique Rankine est un chef algonquin spirituel. Il est d'une lignée de grands chefs algonquins de sa tribu. Et avec lui, on va vivre des huttes de sudation. Mais ce ne sont pas des huttes de sudation. C'est vraiment lui, il détient. euh, Dans leur tradition, on parle d'avoir 7 pipes, les calumets de la paix, en fait. Et pour qu'il puisse faire ses matatos, il devait avoir ces 7 pipes. Donc, il a eu énormément d'initiations pour pouvoir après aller enseigner ça, transmettre ça dans le monde. Et c'est transmettre, c'est vraiment dans le sens de la libération, de la guérison des personnes. Donc c'est très très puissant parce qu'il y a toute sa puissance avec lui quand il nous fait ces huttes de sudation. Et ça a vraiment énormément transformé ma vie parce que j'ai pu aussi prendre conscience, la première que j'ai faite avec lui, j'ai pleuré, mais au moment où il a commencé à faire des prières, avant de rentrer dans la vie de situation, là, j'ai commencé à beaucoup pleurer, alors que je j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, hein. Mais les larmes ont commencé à couler. Ben, j'ai pris conscience à quel point, en tant qu'individu, on porte beaucoup de ces mémoires de maltraitance. Donc, surtout les blancs. Alors, je sais pas les autres races, couleurs de peau, je sais pas, le terme me correspond pas. Mais les autres humains de couleurs différentes portent ces mêmes mémoires, mais on a persécuté ces gens-là et j'ai ressenti dans mon corps toutes ces mémoires que je portais moi-même de persécution envers ces hommes-là et ces femmes-là. Et ça a été un gros avant et après Hmm. avec. Et j'ai fait plusieurs stages, hein, là, j'en ai un prochainement d'ailleurs. Je pense que ça sera le dernier parce qu'après il va plus se déplacer en Europe. Mais j'ai fait plusieurs stages avec lui parce que il y a toute cette connexion avec la nature, avec le monde invisible, avec nos ancêtres, et on les honore, vraiment. On est dans un respect. Et ces enseignements sont d'une puissance, mais toute simple. Le premier enseignement, et c'est celui que je transmets à chaque fois, surtout à mes clientes, parce que j'ai plus de clientes, et le premier enseignement que j'ai mis très longtemps à comprendre, c'est donne-toi tout en premier. Hmm. C'est intellectuellement, j'ai compris tout de suite, mais à le vivre personnellement, ça a été long. C'est autre chose d'intégrer. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'on a été éduqués totalement différemment. Ouais. Surtout dans notre, justement, comme tu le disais en début d'interview, dans toute notre éducation religieuse, hein, sacrifice, c'est vraiment le mot par excellence qui ressort en Exact. permanence, quoi. Ouais, Mm. exact, exact. Mm. Mm. Est-ce que tu voudrais nous raconter, parce que moi j'avais beaucoup aimé cette anecdote quand tu me l'as racontée, comment tu as découvert Dominique Rankine? Parce que c'est vraiment, Mm. je trouve, une belle anecdote, une belle synchronicité. Ouais, alors ça c'était magnifique aussi, hein. C'était donc pendant une période de ma vie, j'ai fait de l'art-thérapie
parce que j'avais envie d'aller explorer la peinture intuitive et en même temps développer encore plus ma créativité. Et donc, à un moment donné, un jour, le thème était, vous allez peindre votre guide. Et donc, moi, je commence à faire mes peintures. J'adorais peindre avec les doigts. D'ailleurs, j'en avais plein les mains, mais j'adorais ça. Et la prof venait derrière moi et je disais, oh non, faut pas que tu viennes derrière moi parce que là, ça m'énerve. J'avais tous mes souvenirs scolaires qui revenaient. Je dis, il faut que tu me laisses libre. Et quand j'aurai terminé, je t'appelle. Donc, je fais ma peinture et tout. Et quand on est dans la peinture, parfois, on voit pas vraiment ce qu'on fait, hein. Et à un moment donné, je dis, OK, là, c'est bon, j'ai terminé. Je sens que j'ai terminé. On va pouvoir regarder ensemble. Donc, on prend un espace de recul. Et là, je vois la tête d'un Amérindien avec les plumes. Donc, vraiment, les plumes dessinées et tout. Je dis, waouh! Et je l'ai, hein, on voit vraiment la tête de l'Amérindien. Ça, je l'ai gardé en souvenir. Et je dis, waouh! Mais c'est impressionnant, c'est un Amérindien. Ah, c'est mon guide spirituel. OK, bon, d'accord. Mais bon, je l'avais pas sans vraiment grande conviction. Et c'est quand j'étais à mon premier stage, je dis, bah, ah, c'était le portrait craché de Dominique Rancune. Donc j'ai dit, OK, c'est lui mon guide. Ouais, Et ça a été vraiment une belle confirmation. Alors que je ne le connaissais absolument pas au moment où je dessinais. ouais, c'est incroyable. Ouais, Ouais. magnifique. Mm. Magnifique. Et alors, justement, avec tout ce parcours très, très riche que tu as eu, toutes ces expériences de vie, depuis l'enfance déjà, jusqu'à même aujourd'hui, et ces initiations aussi avec Dominique Rankine et plein d'autres mentors et professionnels, comment tu décrirais, toi, la Ghislaine d'aujourd'hui? Qui est la Ghislaine d'aujourd'hui? Quel type de femme? Quel type de thérapeute? Mm. Alors, c'est toujours difficile pour moi à me décrire. Euh, je dirais que celle que je me sens être aujourd'hui, c'est vraiment pour accompagner les personnes à se libérer. Vraiment. D'ailleurs, je te partageais que j'utilise plus le mot développement personnel parce que dans le développement personnel, je trouve qu'il y a eu beaucoup de biais ouais, négatifs, je sais pas ouais, négatifs, on va dire, à mon sens. Et pour moi, ma vie, elle est un chemin pour me libérer de toutes ces mémoires. Et donc, je me vois vraiment maintenant être dans ce processus de libération, d'aider les personnes. Et c'est vrai que j'ai plus de femmes. Les hommes sont les bienvenus, mais j'ai quand même plus de femmes. De les aider à se libérer pour enfin oser être qui elles sont. Et hier encore, je recevais un message d'une cliente qui me disait, mais donc elle m'expliquait, elle avait eu beaucoup de conflits dans sa famille et là c'est de nouveau plus fluide avec que ça soit avec sa fille, que ça soit avec sa sœur, avec son mari, enfin bref, elle est venue avec moi en consultation plusieurs fois et ça devient fluide et elle m'exprime ça, je dis waouh bravo, je suis vraiment contente pour toi parce que j'aime rester en lien avec les gens et j'aime vraiment être un soutien. Et là, elle me fait un message après qui m'a énormément touchée en me disant, mais Gisèle, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ose s'affirmer. Elle ose dire quand c'est un oui, elle ose dire quand c'est un non, et elle se sent bien avec ça. Alors qu'avant, c'était, elle se culpabilisait, elle se disait qu'elle aurait pas dû, qu'elle aurait, enfin, toutes ces phrases qu'on peut avoir. Mais parce qu'on porte tellement sur nous, en fait, et encore plus les femmes. Ouais. Donc, se libérer de tout ça pour oser exprimer qui on est, est pour moi indispensable. Magnifique. Et quelles sont les valeurs qui te portent le plus aujourd'hui? Alors, pour moi, c'est la première, celle qui est la plus importante, c'est la spiritualité. Mais c'est pas une spiritualité au sens judéo-chrétien. Ça n'a rien à voir avec ça. Euh, c'est vraiment la spiritualité tout court, quoi. Être en relation, que ce soit avec la nature, avec l'être humain, avec les animaux, avoir ce respect de l'humain dans toutes ses dimensions. Ma deuxième valeur, ça va vraiment être de l'ordre de l'ouverture. Tout le temps m'ouvrir,
ouverture de conscience. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. D'ailleurs, je continue toujours à prendre des lectures, à m'intéresser à des choses qui sont pas forcément dans mon domaine et qui parfois viennent me heurter. Je dis, OK, là, je vais aller chercher. Donc, l'ouverture de conscience est très importante. Et j'ai une valeur aussi très importante, c'est la famille, mais c'est dans l'ordre du lien. Pour moi, c'est mon indispensable, c'est être en lien. Mm. Je crois que, enfin, c'est souvent d'ailleurs, même dans ma famille, c'est ce qu'on me retourne, hein, c'est cette qualité de lien que j'ai avec les gens. C'est-à-dire que je peux être avec les gens et vous avez le droit d'être ce que vous voulez, même ma famille, c'est OK. Je suis pas là pour vous juger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer des bons moments avec vous, et le reste. Si vous avez besoin de mon aide, vous pouvez venir chercher. Mais ouais, je crois que, enfin, ça, on n'en a pas parlé, mais je suis convaincue, enfin, je le ressens et ça se confirme en fait dans beaucoup de livres que j'ai lus, que le plus important, c'est la façon dont on va aimer sur cette terre. Mm. Et donc, c'est passer de l'inconscient à la conscience et de la peur à l'amour. Et ça, c'est écrit dans un des livres de Frédéric Lenoir, Dialogue avec l'ange, sauf erreur. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais oui, c'est tellement ce que je sens et ce que je pense que oui, c'est ça. Ah, c'est beau. Et justement, ça m'amène à la dernière partie de cette interview sur la création de cette chaîne YouTube que tu souhaites mettre en place et sur ce que tu souhaites transmettre avec cette chaîne YouTube, en sachant tout ce parcours que tu as eu, la personne que tu es, les valeurs que tu as. Qu'est-ce que tu as envie d'amener avec cette chaîne? Alors, mon intention première, c'est du partage. Ouais, ça fait partie aussi de mes valeurs, le partage. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une valeur, mais j'aime partager. Donc, ça va être le partage. Ça va être exprimer les histoires, que ce soit des histoires, mes propres histoires, mon propre vécu, comme on vient de le faire là. Mais ça va être aussi les histoires de mes clients, clientes. Ça va être quand je canalise certaines informations, certains messages, de pouvoir les transmettre à travers ce biais. Euh, c'est vraiment dans un but de soutien parce qu'on est dans une énorme transition, quelque chose qui ne s'est jamais vu, et ça, j'en suis convaincue sur les 2000 ans qui viennent de passer. On est vraiment dans un ère de gros changements et donc du coup de bousculement intérieur, et on a besoin d'avoir des personnes qui se sentent en confiance dans ce monde actuellement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais ouvrir cette chaîne YouTube. C'est un point juste pour venir. Ah bah ouais, ça fait du bien d'entendre parler de ça. Parce que d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on me dit, hein. Ça me rassure de t'entendre parler, Ghislaine. Et voilà, c'est apporter ce côté sécuritaire pour les gens. Parce que oui, c'est en train de se péter la gueule. Et c'est chouette. Encore ce matin, quand j'étais chez ma coiffeuse, j'entendais des gens qui disaient, mais on n'en peut plus, c'est plus possible. Et c'est vrai que pour beaucoup, ça n'est plus possible parce que dans le domaine actuel, que ce soit au travail, enfin, partout, on voit que ça pressurise, que les gens sont pas bien. J'aime bien, j'entendais l'autre jour Christine Lewicki, je crois que c'est, je suis pas sûre son nom de famille, qui disait, mais on est dans un burn-out mondial. Et je dis, mais c'est tellement ça. Et donc, on a besoin, quand on est dans un burn-out mondial, d'avoir des gens qui sont des phares. Donc, voilà, c'est un petit peu cette intention-là. Ouais, c'est magnifique, c'est une belle intention et je pense que tu l'as dit, tu le résumes bien à ce que ressent aujourd'hui la société, ce grand mal-être qui est là, mais en même temps cette transformation profonde également et de pouvoir amener à ton échelle ta contribution, ces partages, ce lien, cet amour comme tu nous l'as si bien Mm, transmis tout à l'heure, c'est vraiment ce que tu souhaites transcender, montré par cette chaîne YouTube que tu crées, que tu es en train de mettre en place. mm. On est arrivé au terme de cette interview. Est-ce que tu as envie de transmettre un mot de conclusion, un dernier mot pour terminer ce moment ensemble et cette interview? Mhm.
Alors j'ai déjà beaucoup d'émotions juste quand tu me poses cette question. Et ben je crois que ça va aussi être ça, c'est d'accueillir nos émotions, que Mm, c'est pas une fragilité. Être vulnérable, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire au monde. Et en même temps que vous êtes la personne la plus importante. mm, Et je crois que c'est vraiment ça mon message, c'est vraiment se donner de l'importance, mm. se donner de la valeur, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une action sur les gens qui nous entourent. Si on se dévalorise, notre action, elle va pas être positive pour le monde. Ouais. Magnifique. Ben, merci Ghislaine pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, pour tout ton parcours aussi de vie tellement puissant, inspirant, qui amène aujourd'hui à la femme que tu es. Et ben, moi, j'invite tout le monde à rejoindre ta chaîne YouTube qui sera ici sous cette vidéo, à pouvoir accueillir ces transmissions, ces partages d'expériences, à pouvoir également à leur tour partager leur vécu, leur résonance avec ce que tu nous dis. Et bravo pour ce beau projet que tu as. Merci infiniment, Christa, et merci de cette façon dont tu m'as accompagnée durant tout cette interview. Tu es vraiment une très, très belle personne. Merci Gislaine.